Afrique Média. Le monde, c'est nous. De vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de Géopolitique Internationale sur la télévision panafricaine. Ce matin, point sur la situation en Ukraine. On tentera de revenir sur l'intensification des combats, entre intensification de combats dont et indécision sur la livraison des chars. Nos experts tenteront d'éclairer davantage notre lanterne sur cette situation, sur la situation qui prévaut actuellement de ce côté-là. Et puis, on parlera bien sûr des relations entre l'Afrique, la France et la Russie, avec notamment en dernière sortie l'ancien président français François Hollande, qui, vous le savez, a déclaré récemment qu'il a accusé en tout cas que la Russie, il a accusé la Russie donc de coloniser l'Afrique. C'était il y a 3 jours, voilà, lors d'un entretien qu'il a accordé à France 24 et RFI notamment. Il a clairement accusé Wagner, le groupe Wagner pour être plus précis, d'être des néocoloniaux. Voilà, on va tenter de décrypter toutes ces déclarations de l'ancien président français François Hollande, donc de 2012 à 2017 sur France 24 et RFI, avec nos invités. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à 12h30, heure de Malabo, en Guinée équatoriale, avec nos experts. Donc, ce matin, ils sont 4. Ou du moins, ils seront avec le professeur François Ndingue, qui va certainement nous retrouver d'un moment à l'autre. Il est, je le rappelle, éditorialiste et président du magazine Homme d'Affaires. Il va nous retrouver en attendant. Nos 3 analystes et experts sont avec nous ce matin. Gamal Abina, internationaliste, qu'on n'a plus besoin de présenter, habitué des plateaux d'Afrique Média. On a le plaisir d'accueillir également le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Il est, je le précise, enseignant, philosophe et chercheur. Et puis, nous vous retrouvons également avec grand plaisir Christelle Néant, journaliste et fondatrice de Donbass Insider. Bienvenue pour l'instant donc à tous les 3 et merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale. Je commence avec vous, Christelle Néant. Bonjour à vous une fois de plus. Merci de nous retrouver en direct sur Afrique Média dans le cadre de Géopolitique Internationale. 2 sujets majeurs sur la table ce matin. On va tout de suite commencer, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant, bien sûr, en revenant sur en faisant un point sur la situation entre intensification des combats, indécision sur la livraison des chars. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos d'entrée de jeu? Mais avant, est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation du fact-checking concernant les journalistes qui se trouvent dans le Donbass? Bonjour à vous, Christelle. Bonjour, merci de m'inviter à nouveau. Alors oui, avant-hier, TF1 LCI nous a pondu un nouveau fact-checking sur plusieurs journalistes occidentaux indépendants, dont je fais partie, qui travaillent dans le Donbass. Fact-checking qui s'est avéré être plus une usine à fake qu'un fact-checking, puisque j'ai relevé bon nombre de demi-vérités, voire de mensonges, quand il ne s'agit pas simplement de diffamation. Bon, ça m'étonne pas. Depuis l'année dernière, il y a des tentatives répétées de discréditer les journalistes occidentaux indépendants qui essayent de faire savoir ce qui se passe réellement dans le Donbass et en Ukraine, tout simplement parce que ce que nous rapportons dérange fortement le narratif des médias mainstream occidentaux. Donc, ils ont tenté à plusieurs reprises de nous discréditer. On voit d'ailleurs qu'on nous renie le titre de journaliste. Donc, l'année dernière, on nous a traités d'influenceurs, comme si on était des espèces de blogueurs sur Instagram qui vendaient des tutoriels maquillage. Maintenant, on nous traite de blogueurs. Ouais, Naomi. Ça n'arrête pas. Donc on nous renie le titre de journaliste. Donc ça, c'est une tentative de discréditer clairement notre travail, et puis essayer de nous faire passer pour des incompétents, pour des amateurs qui n'y connaissent rien. Le pire a été l'attaque contre Adrien Bocquet, qui s'est transformée en véritable diffamation pure et simple. Donc j'ai rappelé quand même aux confrères de TF1 LCI que la diffamation est punissable par la loi française et qu'il ferait quand même bien de se méfier avant de porter des accusations aussi
graves que celles qu'ils ont portées contre Adrien. Le problème pour eux, c'est qu'Adrien, comme moi-même, eh bien, nous transmettons les informations sur ce qui se passe réellement. Adrien est d'ailleurs maintenant expert balistique pour la République populaire de Donetsk à titre bénévole, hein, donc étant un ancien soldat français, il connaît bien les munitions de l'OTAN, donc les authentifier et pouvoir dire de quelle arme ça provient, c'est bien plus facile pour lui que pour nos experts locaux qui ont plus l'habitude des armes soviétiques. Donc il a pu constater par lui-même et identifier clairement, entre autres, des munitions françaises qui ont servi à bombarder des zones civiles à Donetsk. Et ça, bien sûr, pour le narratif des médias français, c'est très dérangeant, hein, puisque on vient clairement expliquer que des armes françaises sont utilisées pour commettre des crimes de guerre. Donc malheureusement, je pense que ce fact-checking sera pas le dernier. Je pense qu'il va y avoir de nouveau des tentatives, des rapports de pseudo-think tank de l'OTAN et des articles ou des vidéos de différents médias français, voire d'autres pays, hein, puisque l'année dernière, on a pu voir une attaque en règle, donc entre autres contre des personnes comme Aline Alip, moi-même, Patrick Lancaster, de manière coordonnée entre plusieurs médias de différents pays. Hein, donc on a eu un rapport qui avait été pondu par un think tank de l'OTAN, et ce rapport lui-même avait été repris par un média français, par un média allemand et par un média américain, à quelques jours d'intervalle, avec exactement le même argumentaire. Donc on voit qu'il y a des tentatives d'attaque coordonnées et que de plus en plus ce qu'on dit les dérange. Forcément, hein, quand on voit actuellement les médias français qui continuent comme BFM de prétendre que les batailles pour Soledar se poursuivent et que la Russie n'a pas encore conquis la ville alors que ça fait déjà plus de 10 jours que c'est le cas, et que nous, on apporte des preuves, on fournit des vidéos, entre autres sur ma chaîne Telegram où je publie vraiment toutes les infos en direct, ils passent un peu pour des idiots. Donc là, il faut qu'ils essayent à tout prix de nous discréditer pour éviter de passer définitivement pour des crétins. Donc voilà un petit peu la situation, et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres du point de vue des attaques contre les journalistes indépendants. Très rapidement, avant de passer la parole à votre copanéliste, alors concrètement, la situation, quelle est la situation réelle qui prévaut quand on sait, par exemple, est-ce que vous confirmez que hier, par exemple, eh bien, la défense russe a annoncé des succès sur son offensive, sur plusieurs axes de combat notamment. Est-ce que c'est réellement la situation qui prévaut sur le terrain? Oui. Le front en région de Zaporozhye a vraiment brutalement bougé. Dans les dernières 48 heures, l'armée russe a repris plusieurs villages qui étaient déjà proches de la ligne de front. La ligne de front a bougé d'à peu près 7 km en région de Zaporozhye en 24 heures. Donc cela est dû au fait que l'armée ukrainienne a dégarni ce front pour envoyer ses réserves vers Soledar puis Artyomovsk, Bakhmout, pour essayer de tenir le front malgré les énormes pertes. Donc forcément, au bout d'un moment, quand vous dégarnissez un front, eh bien ça se transforme en emmental, il y a des trous partout, et c'est ce qui a permis à l'armée russe d'avancer. Donc là, maintenant, l'armée ukrainienne se retrouve devant un dilemme. Soit ils abandonnent Bakhmout pour récupérer ses troupes et les renvoyer d'Ardar pour essayer de contenir l'offensive russe en région de Zaporozhye, soit ils continuent de s'entêter à maintenir Bakhmout à tout prix, qu'ils vont de toute façon perdre au bout d'un moment par attrition, parce qu'ils ont des pertes qui se comptent en centaines d'hommes par jour juste sur cette portion du front, et ils vont perdre aussi Zaporozhye. Donc on en est à cette situation-là. Donc effectivement, le front est en train de bouger de manière importante. Je pense qu'on a atteint déjà un premier point de bascule en termes de pertes au sein de l'armée ukrainienne, qui fait que le front est en train de se transformer en emmental. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Eh bien, parlons à présent, Gamal Abina, avec vous, donc de cette indécision sur les livraisons de chars. On parle bien sûr de l'aide de l'Occident à l'Ukraine, pas de décision sur les chars. Alors, comment expliquer cette situation selon vous, Gamal Abina? On sait que les alliés de l'Ukraine ont notamment annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine, mais ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur la livraison des chars lourds de champ. Donc,
on le sait, les espoirs de Kiev qui réclament instamment, mais va devoir désormais attendre d'autres discussions, mais surtout un feu vert de l'Allemagne. Alors, que se passe-t-il exactement, Gamal Abina? Bonjour, merci pour l'invitation encore une fois. Si vous le permettez, j'aimerais introduire mon propos par un hommage que je vais rendre aux amis de RT France qui viennent d'être censurés, qui viennent d'être fermés d'autorité, alors qu'ils étaient absolument pas interdits. Ils avaient été suspendus par la Commission européenne, déjà d'autorité. Et là, pour les étouffer, on a coupé leur possibilité de payer les salariés en gelant les avoirs du compte RT France. Donc la directrice que je connais a annoncé à ses salariés un matin que ce serait malheureusement la possibilité totale de poursuivre l'activité, parce qu'elle ne pouvait pas payer les 150 salariés et journalistes qui sont en plus sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ils ont censuré. Alors simplement de dire que d'abord j'ai une commissaire pour eux parce qu'évidemment ils vont se retrouver au chômage avec une capacité totale de retrouver un travail. Quand on est frappé du label RT France en France, c'est même pas la peine de rêver. Et deuxième chose surtout, c'est de dire qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les autorités françaises, de façon très dictatoriale, ont fermé une chaîne de télévision qui, même si de l'effet, c'est pas le cas, mais c'est l'effet un peu de propagande pro-russe, aurait un petit peu contrebalancé cette obsessionnelle propagande anti-russe qu'on observe depuis des semaines sur les médias, des mois, sur les médias français, où il faut dire une seule chose, c'est on est pro-ukrainien, on aime l'Ukraine, voilà, et mort aux Russes. En gros, ça donne ça. Donc évidemment, ça n'a pas calmé le jeu, mais je considère que cette peur d'entendre un média qui soit un peu dissonant, cette simple peur témoigne de la faiblesse de la position politique des Français vis-à-vis de cette guerre, parce qu'ils se rendent bien compte que la population française n'est peut-être pas aussi joyeuse et heureuse d'être frappée par des sanctions en retour de la Russie à la suite évidemment de cette guerre qui ne concernait pas, il faut le rappeler tout de même, c'est très important, qui ne concernait pas la France, ni l'Allemagne, ni l'Europe. C'est une guerre entre Russes et Ukrainiens et il me semble que la France n'est pas en guerre. Donc la censure qui a été appliquée là est une censure extrêmement grave, qui doit interroger sur la suite de ce qui se passera sur les autres médias internationaux et oseront peut-être formuler quelques critiques vis-à-vis de ce système qui, semble-t-il, commence à arriver en bout de course. Voilà, donc ça c'est pour introduire une certaine solidarité vis-à-vis des gens de RT, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, que j'ai apprécié leur travail, qu'il y avait de la qualité, contrairement aux médias poubelles actuellement d'infos spectacles français. Gamal Abina, il n'y a pas de ça, voilà. Donc ça, c'est la prochaine. Gamal Abina, puisque vous avez justement commencé votre propos par là, avant de répondre à ma question, justement, à quoi, selon vous, vous vivez cette situation en direct, hein, tous les jours, on la vit, d'ailleurs, au quotidien. On a pu écouter également vos propos, d'ailleurs, récemment, il y a quelques jours sur RT France. Et alors, selon vous, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on parle de représailles? Parce qu'on sait que concernant les comptes de RT France qui ont été gelés, bien, la diplomatie russe a évoqué notamment des représailles contre des médias français. Alors là, c'est bien parce qu'on rejoint la question, je vais parler d'ailleurs sur RT, puisque j'ai participé, pour vous informer, à la dernière émission directe d'RT. C'est la directrice qui voulait que je sois présent pour ça, parce qu'elle connaît mes positions qui sont extrêmement équilibrées, contrairement à certains, et surtout, elle voulait une réponse sur le fait qu'on ait dit qu'RT était une chaîne d'extrême droite, ce qui était très amusant, en sachant mes postures anti-extrême droite de façon affichée. Donc, c'est pas moi qu'on fera la leçon, certainement pas un certain Patrick Cohen, qui n'a jamais été sur le terrain, contrairement à moi, pour combattre l'extrême droite. Ça fait une petite différence en termes de crédibilité. Alors, à quoi on doit s'attendre par rapport à ça? Déjà, c'est une réponse que les Russes vont produire et qui va faire mal, et c'est pour ça que je reviens sur la question africaine. Le Mali, le Burkina récemment, avait sanctionné, effectivement, avait dit à RFI et France 24, donc deux médias de propagande pro-français, puisqu'ils sont dans leur posture, de plier la gage. C'est une façon de répondre à la propagande parce qu'ils étaient extrêmement offensifs. On se souvient avant ces deux pays-là que l'Algérie avait fait de même dans les années 2020, si je ne me trompe pas, en demandant instamment à France 24 qui faisait la propagande anti-algérienne de façon ouverte, hein, c'est même pas moitié dissimulé, c'est évident, qui faisait la propagande anti-algérienne, et ben on se souvient que les Algériens demandaient à France 24 de partir. À juste titre, ça s'appelle de la représaille et des mesures de rétention par rapport à des méthodes extrêmement douteuses, soi-disant démocratiques. Eh bien, les Russes avaient déjà prévenu que s'ils frappaient leurs intérêts en termes médiatiques à l'étranger, donc comme le faisait CNN d'ailleurs, tout le monde a sa chaîne internationale aujourd'hui, eh bien, ils feraient de même. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir certainement des RFI à France 24 de dégager, mais pas seulement, à tous les organes de presse présents en Russie vont devoir plier bagage. Ce qui signifie qu'on est dans une situation où même du temps de la guerre froide, on n'avait pas ce genre de gel. On est arrivé très loin en termes d'offensive médiatique. Alors évidemment, les réseaux sociaux ont accéléré le processus, mais il n'en demeure pas moins qu'il est probable que les Russes demandent à toutes les chaînes internationales de dégager. C'est une réponse logique puisqu'ils prétendaient défendre la démocratie. Je tiens à rappeler quand même deux paradoxes des grands démocrates, c'est que d'abord,
ils censurent, ce qui est quand même pas inintéressant, on s'en soit revenu au temps de la Pravda, mais surtout, et c'est plus amusant, ils opposent, pour résister économiquement, des principes qu'ils défendent depuis toujours, à savoir l'équilibre. Ils veulent imposer le prix du gaz et du pétrole plafonné, ce qui est quand même une sacrée plaisanterie à dire à la Russie qui a adhéré au principe du libre-échange. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un système où, effectivement, le monstre impérialiste se ridiculise et tente à tout va de marcher sur ses propres principes qu'il a toujours vendus par les bombes d'ailleurs, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Charlie, rappelons Charlie tout de même. Charlie, ce jour-là qui peut insulter à satiété une communauté arabo-musulmane, c'est pas un problème. Par contre, quand les Russes se contentent juste de faire l'approbation la moins spectaculaire possible, évidemment, parce qu'ils informaient la population, quand Macron est confronté à des mouvements sociaux extrêmement violents et qu'il voulait absolument que cette chaîne s'arrête, eh bien, tout le monde en profite pour les dégager. Donc, qu'est-ce que vont faire les Russes? Simplement, ils vont faire les mêmes mesures, ils vont certainement sacrifier les médias qui étaient installés à Moscou ou dans d'autres régions d'ailleurs de Russie, ils leur demanderont de partir. Alors, évidemment, la réponse russe sera beaucoup plus forte que la réponse occidentale, parce que les médias occidentaux installés en Russie sont légion. Ça n'a rien à voir avec les rares chaînes de télévision RT qui évoluent en France, en Allemagne ou en Angleterre. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc je pense avoir répondu à votre question. Ensuite, pour répondre à la question des chars, alors il faut savoir une chose, c'est que dans le monde occidental, la seule chose qui compte, c'est pas la vie. La vie n'intéresse personne. Ils peuvent tuer des millions de personnes, ça ne pose aucun problème. Tant que les industriels font de l'argent, et particulièrement les industries qui marchent le mieux, à savoir les industries militaires. Donc aujourd'hui, la confrontation à laquelle on assiste, n'est pas de dire que les Occidentaux allaient aider l'Ukraine. J'y ai jamais cru, j'ai toujours dit, les Occidentaux envoient les Ukrainiens à la bataille, ils sont en train de mourir inutilement pour une guerre qui n'en paraît pas d'ailleurs, je le rappelle, une guerre qui aurait pu être évitée aussi, puisqu'il y avait les OSCE qui devaient garantir effectivement la sécurité. Mais ils les envoient par centaines de milliers à la mort, inutile, je précise. Moi, je déplore vraiment les morts inutiles, là vraiment on est en plein dedans. Pourquoi? Pour pousser leur avantage, recréer un conflit artificiel entre l'Est et l'Ouest, alors que ce conflit avait été éteint depuis 91, et surtout pour pouvoir vendre de la ferraille, je parle bien de ferraille. Hein. Les vieux armements obsolètes, comme les AX français par exemple, c'est des armements qui auraient dû être envoyés à la casse et qui sont vendus, parce que c'est de la vente, un peu du business, à bon compte à l'Ukraine. Donc c'est un pays qui avait un PIB de 200 milliards, qui va devoir s'endetter dans les proportions abyssales pour acheter des matériels de seconde main. Et surtout, ces Occidentaux ne prennent pas le risque, parce que les Russes les ont prévenus, d'envoyer du matériel de haute technologie type chars Abrams, très électroniques, ou les chars Leclerc, ou encore les Léopard allemands. Pourquoi? Parce qu'ils savent parfaitement, ils ont parfaitement au courant des rapports de force, qu'une fois que les chars seraient, déjà il faut les emmener, c'est compliqué au niveau logistique, mais une fois que les chars arrivent sur le terrain ukrainien, les Russes leur ont dit on va brûler vos chars. Ils sont très précis. Ils ont les moyens balistiques, offensifs, satellitaires, ils savent parfaitement où les attaquer, de détruire instantanément ces chars qui arriveraient en Ukraine. Et ça démontrerait une seule chose en termes de business, c'est très très contre-productif. Quand vous envoyez des chars faire la guerre dans des pays comme la Libye, par exemple, des avions, ou en Afghanistan, il n'y a pas d'armée structurée en face, le risque est très limité. Donc ces chars peuvent faire leur preuve. En revanche, quand vous envoyez ces mêmes chars face à une armée extrêmement solide, comme celle des Russes, très technologique, avec un armement offensif extrêmement avancé et qui tienne le ciel, là, le risque, il est pas considérable, il est absolu. Pourquoi? Parce que le moindre équipement qui a été envoyé en Ukraine jusqu'à présent a été détruit. On se souvient de ces canons César, bizarrement, on n'en parle plus. Normal, il y en avait 19, ça n'a pas duré longtemps. On se souvient de ces munitions envoyées par milliers, ça dure quoi? Un mois, pas plus. Et surtout, on se rend bien compte que des mastodontes comme les chars Leclerc, Abrams ou Léopard allemands, c'est un peu les mêmes erreurs que les Panzer de la Seconde Guerre mondiale, ils sont trop lourds. Ils ne sont pas applicables sur le terrain, ils sont très électroniques, donc ils sont très souvent défaillants en termes de durée et de solidité. Donc ce sont des chars qui sont adaptés que sur les théâtres européens de pays, on va dire, tempérés. Ils sont inadaptés dans des régions hostiles comme les régions froides limitrophes de la Russie, et encore plus inadaptés dans les régions de type désertique comme l'Arabie ou l'Irak, on l'a vu. Et pour prendre un exemple très concret, donc ça démontrerait qu'effectivement le matériel occidental n'est pas fiable, qu'il est facilement destructible, et ça donnerait des points à la Russie qui vendrait plus. On est sur vraiment des bancs d'essai, sur le terrain de matériaux. Qu'est-ce que veut le matériel en théâtre de guerre? Eh bien là, ça montrerait effectivement les faiblesses de ces matériaux. Et pour finir mon propos, je donne un exemple très précis. Lorsque les Américains vont envahir l'Irak en 91, enfin 91 puis en 2003, ils se trouvent confrontés à une réalité de terrain. Ils ont les fameux M16 que tout le monde connaît, ces fusils mitrailleurs d'assaut utilisés par l'armée américaine. Et très rapidement, ou quelques semaines, les soldats américains se font remonter l'information à leurs militaires pour leur dire les M16 ne valent rien, ils s'enrayent systématiquement à cause du sable. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont fini par utiliser, écoutez bien l'ironie du sort,
les AK-47, les fameuses Kalachnikov, qui, elles, ne s'enrayent jamais. L'armée américaine tuait des Irakiens avec des armes russes. C'est vous dire un peu la réalité sur le terrain. Donc c'est pareil pour leurs matériaux lourds, ils ne sont pas adaptés et montreraient immédiatement en faiblesse, donc ce serait contre-productif en termes de business. Merci pour toutes ces explications. Professeur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, bonjour à vous, merci également. Grand merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale. Alors, entre intensification des combats et indécision sur la livraison des chars, professeur Nyamsi, on va également faire le point sur la situation avec vous concernant ce sujet. On y reviendra dans les moindres détails. Mais avant, je précise, professeur Nyamsi, que vous êtes également enseignant, philosophe et chercheur. Alors, j'aimerais aussi avoir très rapidement, avant que je ne vous pose la question sur notre première thématique, avoir votre point de vue sur cette question justement de RT France qui a donc été muselée. On se rend bien compte finalement, ou du moins on observe qu'il y a eu d'une certaine façon une sorte d'indignation qui est généralisée. Certains analystes parlent d'une censure d'un autre âge. Selon vous, pourquoi qualifier ce gel des comptes de RT France de cette façon, censure d'un autre âge? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Nyamsi? L'Afrique Média, bonjour à tous les copanélistes. Votre question me touche à plus d'un point. D'abord, en ma qualité de citoyen d'origine africaine, en ma qualité de citoyen français adoptif, en ma qualité d'intellectuel, d'écrivain, de penseur, engagé dans un certain nombre de luttes pour l'état de droit, l'émancipation, notamment des peuples africains. Écoutez, nous sommes en train de vivre un temps singulier en Occident. Je me suis installé en 2000 ici en France et je sais qu'il y a eu à plusieurs périodes de l'histoire de France, ces 50 dernières années, à tout prendre, des moments où des violations de la liberté d'expression, de la liberté de penser, eh bien, étaient manifestes. Autour de la période de la révolution de mai 68, autour de l'épisode de la guerre d'Irak, en tout cas la première des années 90, il y a eu et également autour d'un certain nombre de conflits, comme le conflit israélo-palestinien, il y a eu des moments où ceux qui exerçaient la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de penser, dans l'espace français, dans l'espace européen, ont connu effectivement l'arbitraire de ce qu'on appelle la raison d'État. Mais je peux vous dire, à partir de mon expérience, là, je suis installé en France depuis 2000, en 23 ans pratiquement de vie en France, les 3 dernières années dont je vais vous parler sont caractérisées par un recul massif du respect de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté d'opinion dans l'espace français et dans l'espace européen. Un recul que je n'avais jamais observé. Ce qui arrive aux journalistes de Russia Today France est arrivé à plusieurs pans de la société française ces dernières années. Des professeurs. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la pandémie de la Covid-19 et comment tous ceux qui s'opposaient à la doctrine dominante et la doctrine vaccinatoire ont été traités. Vous avez vu des médecins virés de leur travail, des infirmiers, des aides-soignants virés de leur travail pour ne s'être pas soumis à une doctrine vaccinatoire qui s'est avérée fausse à l'épreuve des faits. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans le terrain social, lorsqu'est apparu le mouvement des Gilets jaunes. Et vous avez vu la brutalité de la répression qui les a frappés, en même temps que l'exclusion médiatique qui a frappé successivement tout ce qui portait ces courants de pensée contestatoires. Pour ma part, installé ici en France, produisant des livres dénonçant le système que nous avons appelé la France-Afrique, je connais depuis 3 ans, pour la première fois de ma vie en France, des pratiques répressives, du harcèlement administratif, du harcèlement politique venant des autorités françaises, instrumentalisant le milieu professionnel, celui de l'enseignement, instrumentalisant le milieu associatif, instrumentalisant le milieu économique, celui des banques, pour m'empêcher de faire ce que j'ai toujours fait depuis plus de 21 ans en France. Quand l'interdiction de Russia Today est tombée, elle est venue confirmer la dégradation générale de la question des libertés d'expression, de pensée et de conscience que j'avais observée dans plusieurs domaines.
Russia Today, contrairement aux médias qui maintenant, en fait, abrutissent les Français, abrutissent les Européens, exerçait ne serait-ce que ce principe de la pensée contradictoire qui permettait aux citoyens français, aux citoyens européens, d'avoir au moins deux points de vue opposés sur la crise russo-ukrainienne. Ce qu'on est en train de nous imposer maintenant en France et un peu partout en Europe, c'est le monde d'Orwell, dans son fameux roman 1984, ou le monde d'Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes possibles. Un monde de la pensée unique, de la pensée contrôlée, de la pensée martelée, de la pensée matraquée, de la pensée lobotomisée. Et il faut craindre désormais en France, en Europe, en ouvrant sa chaîne de télévision le matin, à midi ou le soir, de se faire éloigner davantage de la réalité qu'on était la veille. Donc, moi, je voudrais marquer ma solidarité au nom du principe de la liberté d'expression, de la liberté de pensée, de la liberté d'opinion, avec les journalistes de RT France, qui en fait sont les derniers venus dans un cortège de victimes des brimades autoritaires du régime de M. Macron et de tous les régimes européens, sous la férule d'une certaine Madame Ursula von Leyen, qui ont décidé de disposer non pas simplement de nos corps, puisqu'ils utilisent l'argent public européen pour nourrir une guerre pour laquelle les parlements européens nationaux n'ont pas été régulièrement consultés, mais ils ont décidé de contrôler le mental des Européens en leur imposant comme unique alternative la russophobie, la détestation des Russes et la proclamation de l'autre côté de l'hégémonie occidentale et notamment de l'hégémonie américaine. Écoutez par exemple les prises de position du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui par plusieurs fois a dénoncé cette, comment on va dire, dévirilisation totale de la puissance française, son alignement sur les quatre volontés de l'OTAN et donc de la grande puissance de l'OTAN que sont les États-Unis. Les conséquences se traduisent dans nos vies par la disparition de liberté auquel nous tenons. C'est vraiment là la réaction que je propose sur ce premier aspect. Maintenant, j'attends la suite de votre question. Vous pouvez me rappeler la suite de votre question, si vous voulez bien. Vous me confirmez que vous m'entendez? Je vous entends très bien. C'est parfait. Alors, parlons de cette indécision sur les livraisons des chars, on le disait à l'entame de l'émission. Eh bien, à l'issue, donc, vous le savez, professeur Niamsi, de la rencontre des alliés de Kiev qui s'est donc tenue vendredi dernier, c'était le 20, c'était sur la base américaine de Ramstein. Donc, les Allemands n'ont pas pris leur décision quant aux blindés lourds réclamés par Kiev. C'est ce qu'a déploré le secrétaire américain de la Défense. Alors, selon vous, pourquoi cette décision de l'Allemagne qui ressemble pour certains à une certaine réticence et pourquoi? Eh bien, ma chère dame, les raisons sont multiples. Mais je commencerai d'abord par souligner qu'en fait, ce n'était pas une réunion d'alliés. Il s'agissait d'une réunion de vassaux des États-Unis. À Ramstein, ne se sont pas réunis des alliés, mais pour moi, en fait, des vassaux, parce que, en fait, la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine est une guerre par procuration que les États-Unis font contre la Russie. Deuxième observation. Cette réunion avait pour but de savoir comment va se poursuivre l'instrumentalisation de l'Europe, de l'Ouest, l'Europe occidentale, contre la Russie. C'était ça l'objectif de la réunion. Car en fait, la guerre russo-ukrainienne n'est rien d'autre que la guerre indirecte de l'Occident contre la Russie, sous couvert de l'Ukraine. La preuve, toutes les armes avec lesquelles l'Ukraine continue un tant soit peu de tenir dans le rapport de force asymétrique dans lequel elle est face à la Russie, toutes ces armes sont désormais, vous le savez, des armes occidentales, des armes européennes, des armes américaines. Et je fais une troisième remarque. Mais l'Allemagne a de bonnes raisons d'hésiter. Elle a des souvenirs de ce qui lui est arrivé quand elle a participé à des agressions contre la Russie. La Deuxième Guerre mondiale, celle de 39-45, n'est pas si éloignée que cela. Et la capitale de l'Allemagne était divisée en deux comme toute l'Allemagne. Il y avait, à l'issue de la guerre de 39-45, l'Allemagne de l'Ouest, République fédérale allemande, Bundesrepublik Deutschland, et l'Allemagne de l'Est, République dite donc démocratique allemande. Et là, c'était l'Allemagne contrôlée par la Russie. Donc, il y a un inconscient, il y a une mémoire historique de l'Allemagne qui se souvient que chaque fois qu'elle s'est mêlée d'agresser la Russie, elle s'est retrouvée dépecée.
Et elle s'est retrouvée au moins à moitié contrôlée par la Russie. Enfin, il y a un troisième problème. Est-ce que l'Allemagne est une puissance militaire? Pour qu'on veuille lui mettre la pression au cœur de l'Europe, il faudrait déjà se demander, mais qui est la puissance militaire la plus importante de l'Europe? La puissance militaire la plus importante de l'Europe, c'est une fois de plus les États-Unis, puisque l'Allemagne est encore, au moment où je vous parle, une colonie militaire américaine. La base de Ramstein, où s'est tenue la réunion que nous évoquons, est une base américaine. Donc les Allemands se posent une bonne question. Ils disent, mais écoutez, de toutes les façons, nous sommes militairement occupés par les États-Unis depuis la fin de la guerre de 39-45. Les États-Unis qui nous occupent et qui sont en réalité la puissance tutélaire de toute l'Europe occidentale, décident de ne pas envoyer leurs chars à eux, les chars Abrams, qui de toutes les façons, comme l'a souligné le journaliste Gamal tout à l'heure, ne seraient pas forcément adaptés à la glaise du Donbass. Mais pourquoi faudrait-il bien que ce soit les Allemands qui servent encore ici, cette fois-ci, comme l'Ukraine a servi, de chair du hachoir de la puissance russe dans sa volonté de défendre son hinterland et de défendre sa souveraineté, de défendre son statut dans sa zone d'influence? Pourquoi faut-il que ce soit encore les Allemands qui soient sacrifiés? C'est la question que se pose le peuple allemand. Et c'est la question que se pose et s'impose le gouvernement allemand, où nous avons observé ces derniers mois une division. Il y a eu des démissions. Démissions notamment de l'ancienne ministre de la Défense, qui indique que les dissensions, le désaccord sur l'instrumentalisation de l'Europe occidentale, et en particulier de l'Allemagne, dans le conflit russo-ukrainien, eh bien ces dissensions sont logées au cœur même du peuple allemand, au cœur même du gouvernement allemand. Pour ces trois raisons, il faut ajouter une quatrième, mais l'Allemagne n'est pas en capacité de faire la guerre contre la Russie. Ce que l'Ukraine ne peut pas, l'Allemagne ne le peut pas non plus. Et les États-Unis, qui sont la puissance tutélaire de l'OTAN, n'osent pas envoyer leurs Abrams, parce qu'ils savent que les Abrams pourraient donner, pendant quelque temps du moins, la possibilité à l'armée ukrainienne de frapper des objectifs stratégiques à l'intérieur du territoire russe, et par conséquent de déclencher une réaction encore plus disproportionnée que celle qu'il y a aujourd'hui, quand on sait en plus que la Russie est une puissance nucléaire. Donc pour toutes ces raisons, moi je pense que les Allemands sont en train de retrouver cette chose dont Descartes, le grand penseur de la France, disait qu'elle était la chose du monde la mieux partagée, mais qui est devenue, hélas, en Europe, la chose du monde la plus rare, le bon sens. L'Allemagne retrouve un certain bon sens. Voilà. Voilà, alors je rappelle tout de même, ou du moins je précise, hein, j'insiste voilà, sur cette expression, les alliés, parce que d'une certaine façon, les alliés que je mets bien sûr entre guillemets, les alliés de Kiev, parce que ce sont ceux-là qui d'une manière ou d'une autre, depuis le début de la crise ukrainienne, ont montré d'une manière ou d'une autre un soutien quelconque à l'Ukraine dans le cadre de cette crise. Alors je précise que justement concernant cette réunion qui s'est tenue donc à Ramstein, la Pologne et la Finlande ont proposé de livrer des chars Léopard qu'ils possèdent, mais comme on le disait, vous avez d'ailleurs expliqué les raisons, entre autres, Berlin rechigne à ce stade donc à donner son feu vert. Cependant, et d'où la question que je compte poser tout à l'heure à Gamal Abina, après avoir passé la parole à Christelle Néant, le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a toutefois démenti cette impression-là que son pays bloquait la décision, assurant que Berlin agissait et lançait tout simplement un inventaire des stocks de Léopard dont dispose son armée et l'industrie. D'ailleurs, je vous remercie, professeur Niamsi, pour votre précision tout à l'heure à la question de savoir si l'Allemagne est une puissance militaire. Alors, on va poursuivre avec vous, Christelle Néant, toujours concernant cette décision, donc, ou cette indécision pour certains, donc, concernant l'envoi des chars. J'aimerais, et tout à l'heure, professeur Niamsi a évoqué la Seconde Guerre mondiale. Parlons un tout petit peu de cette réaction qu'a eue un député donc allemand lorsque cette réunion devait se tenir vendredi dernier. Eh bien, il a tout simplement rappelé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour souligner à quoi pourrait aboutir l'envoi des chars contre la Russie. Alors, selon vous, que peut signifier cela exactement? Car ce député du Bundestag, donc sur l'envoi des chars à Kiev, a dit, je cite, vos grands-pères ont déjà tenté de le faire. Est-ce que c'est une mise en garde selon vous, Christelle?
Oui, oui, c'est bien sûr une mise en garde très sensée d'ailleurs, ce qui permet de voir qu'il y a encore des politiciens en Allemagne qui ont bonne mémoire et qui connaissent l'histoire de leur pays et qui se souviennent de la façon dont ça s'est terminé. Donc c'est plutôt un point positif. Ça montre qu'il y a encore des forces politiques en Allemagne qui ne sont pas complètement soumises au diktat américain. Je pense d'ailleurs très clairement que les autorités allemandes se rappellent très bien de ce qui s'est passé historiquement et que c'est une partie de ce qui explique leur indécision à fournir des chars lourds à l'Ukraine, en plus du fait que l'Allemagne, comme la plupart des pays européens, si on regarde le nombre de chars dont ils disposent, c'est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est comme la France qui a fourni des canons César, qui en a fourni presque une vingtaine, en déshabillant complètement l'armée française, en prenant sur des contrats qui étaient prévus, je crois entre autres avec le Danemark, pour pouvoir fournir ces malheureux 18 canons. Je veux dire, c'est ridicule. C'est pas 18 canons qui vont changer le cours de la guerre, mais par contre, en faisant ça, ils ont complètement déshabillé l'armée française et l'armée danoise pour pouvoir fournir ces canons qui, pour la plupart, ont soit été détruits, soit revendus au marché noir. Donc, je pense aussi qu'il y a des craintes, comme le disait Gamal, que ces chars ne fassent pas du tout leur preuve, surtout s'ils sont fournis en petite quantité. Je veux dire, c'est pas 10 ou 20 chars qui vont là aussi changer la donne. Ils ont de bonnes chances là aussi pour une partie de finir revendus au marché noir, avec le risque qu'ils soient même rachetés par la Russie, comme ça a été le cas de 2 canons César, et que donc toute la technologie qui est à l'intérieur se retrouve analysée, décortiquée par les laboratoires militaires russes. Et le reste sera potentiellement donc détruit sur la ligne de front, avec là aussi une image extrêmement négative, puisque comme le disait Gamal, c'est toute une histoire de business. L'Ukraine se transforme, et d'ailleurs c'est presque dit ouvertement par les Occidentaux, s'est transformée en espèce de terrain de banc d'essai géant pour les armements occidentaux, mais aussi russes. La Russie a commencé à préparer ces fameux T-14 Armata, les tout nouveaux chars, pour les envoyer sur le front du Donbass, après y avoir envoyé déjà les fameux T-90 modernisés. Donc on voit que le territoire ukrainien s'est transformé en espèce d'immense banc d'essai pour les armements des deux parties réellement en conflit, qui sont la Russie et l'OTAN. Christelle Niam, merci beaucoup pour vos analyses. Alors, avant de passer la parole à Gamal Abina, on a le plaisir d'accueillir le professeur François Ndingue qui nous a rejoint dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale. Bonjour à vous, professeur. Merci de nous retrouver en direct. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et président du magazine Hommes d'Afrique. Alors, ce matin, en tout premier sujet sur la table de la géopolitique internationale, on fait le point, bien sûr, sur la situation en Ukraine entre intensification des combats et indécision sur l'envoi des chars. Tout à l'heure, je poserai la question à Gamal Abina une fois de plus sur la réaction justement de ce député allemand qui explique clairement les raisons pour lesquelles l'Allemagne réchigne ou hésite justement à l'envoi donc des chars Léopard 2 du côté de l'Ukraine. Mais avant, professeur, avec vous, j'aimerais que vous tentiez de nous expliquer justement cette réaction, cette déclaration, toujours d'un eurodéputé en la personne de Hervé Juvin, qui a déclaré concernant cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou alors cette guerre entre la Russie et le reste du monde, comme vous aimez à le dire. Il a déclaré, je cite, que la Russie est engagée dans une guerre qu'elle ne peut pas perdre. Et là, c'est ce que reconnaît ou admet un eurodéputé. Qu'est-ce que cela peut présager en l'état actuel des choses, professeur? Bienvenue une fois de plus à vous. Merci beaucoup et je salue tous les collègues qui sont déjà là et je m'excuse pour le retard. Ce point de vue n'est pas seulement celui de ce député. Je vous ai cité la dernière fois l'article conjoint publié dans le Washington Post par Madame Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État, et l'ancien secrétaire de la Défense Robert Gates, qui disait que le temps est du côté des Russes. Le général Miller, c'est le chef d'état-major de l'armée américaine, a déjà compris depuis longtemps que cette guerre ne peut pas être perdue.
Et les spécialistes du ministère de la Défense américain savent que la guerre est déjà perdue, l'Ukraine ne peut pas aller. Mais vous savez, le système politique américain fait que c'est le gouvernement, et c'est normal, qui décide. Les militaires américains haut gradés, ils peuvent encore faire semblant, mais parce qu'ils doivent obéir aux ordres politiques, mais ils savent que la guerre est perdue, l'Ukraine ne pourra jamais gagner. Alors, cette déclaration nous ramène à la réalité. La réalité est la suivante. Ce n'est pas seulement une guerre, et il faut bien comprendre, nous autres Africains, quand nous analysons cette guerre, il faut comprendre et aller au-delà de ce qui se passe. Ce qui se passe, et j'ai essayé de le dire, déjà je vais écrire probablement là-dessus, nous assistons en réalité à une guerre comme de la Fédération de Russie contre l'OTAN. Et moi je vais plus loin, c'est pas seulement une guerre de la Russie contre l'OTAN, je dis que c'est l'OTAN incarne aujourd'hui ce que j'appellerais un apartheid globalisé. C'est un groupe de pays qui ont arraché le pouvoir, qui ont acquis le pouvoir sur le reste du monde pendant une certaine période et qui le conservent. C'est exactement comme en Afrique du Sud, un petit groupe de blancs qui est arrivé et qui représente pas une très grande partie de la population de l'Afrique du Sud de l'époque et qui monopolisait tous les privilèges, qui avait tous les éléments et qui pouvait décider de la vie ou de la mort de chacun, qui s'accaparait les bonnes terres et qui se présentait ainsi. C'est exactement ce qui se passe, sauf qu'ici, on a un pays qui domine, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça, d'où le concept de Yankee Sip. Et cette guerre doit être vue ainsi. Et alors, à ce moment, et c'est là mon intérêt en tant qu'Africain, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Désormais, c'est comme ça que je réfléchis. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les dangers sont imminents et très importants. Les tergiversations allemandes pour fournir les chars, ça, je ne suis pas dans le cœur de la décision de M. Olaf Scholz ou bien des députés allemands qui décideront. Peut-être qu'ils vont décider de faire, mais les conséquences d'une décision sont incroyables. Nous pouvons arriver à une guerre nucléaire. Et pouvons-nous nous protéger, Africains, dans cette hypothèse? Et nous allons arriver à une guerre possiblement nucléaire contre la première puissance nucléaire au monde. Aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, la Fédération de Russie est la première puissance nucléaire au monde. Et les Allemands doivent réfléchir par deux fois. L'Allemagne a agressé la Russie, qui était l'Union soviétique de l'époque. La Russie, l'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes. Ce n'est pas rien. C'est presque toute la population du Cameroun. Et parmi ceux-là, il y avait des ingénieurs, il y avait des professeurs, il y avait des jeunes. Vous avez perdu 27 millions de personnes. Mais malgré cela, pour montrer sa bonne foi, au moment de la réunification, on l'oublie. Mais si l'Union soviétique, en particulier Gorbatchev, s'y était opposé, l'Allemagne ne serait jamais réunifiée. Donc l'Allemagne a une double dette vis-à-vis de la Fédération de Russie. Premièrement, la dette de plus de 27 millions de morts que les Russes, qui n'oublient pas, qui ont ça en mémoire, et même quand ils ont eu la puissance pour écraser les Allemands, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont retenus. Même quand ils étaient dans la partie dite de l'Amérique, de l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique de l'époque n'a pas exercé un pouvoir pour écraser et pour dire, puisque nous avons perdu 27 millions de personnes, nous devons infliger aux autres, maintenant que nous avons la force et la capacité de le faire, le même dommage ou un dommage équivalent. Deuxièmement, l'affaire de la réunification allemande est très importante. Parce que vous savez qu'en Europe, beaucoup de pays ne voulaient pas de cette réunification. En particulier la France de François Mitterrand. François Mitterrand était opposé à la réunification allemande. Et même les Anglais étaient opposés parce qu'ils savent qu'une Allemagne réunifiée et forte, ce sera la guerre, enfin, ce sera presque automatiquement, enfin, c'était des gens du 19e siècle, de Mitterrand et les dirigeants anglais de l'époque, mais ils savaient que la Prusse, quand elle devient forte, elle a besoin d'écraser ceux qui sont à côté. Donc il y a ce réflexe anti-allemand qui faisait peur à l'époque, et c'est les Russes
c'est la Fédération de Russie qui, encore une fois, a permis cette réunification pacifique. Donc, c'est pour récompenser ces deux actions de la Russie, la retenue et puis la facilitation de la réunification, l'Allemagne qui a déjà beaucoup fait contre la Fédération de Russie. Parce que ce n'est pas le fait de ne pas envoyer les chars qui ne fait pas. L'Allemagne est en tête dans les dommages causés à la Russie. L'Allemagne est en tête dans tous les tracasseries, toute cette aide à l'Ukraine. Le fait que l'Ukraine soit utilisée comme un porte-drapeau pour attaquer la Fédération de Russie et que l'Allemagne y contribue, ça c'est une troisième dette. Donc, je vais m'arrêter ici. Nous devons observer cette guerre, mais toujours du point de vue africain et en sachant que nous ne devons pas nous laisser impressionner par la propagande. Et c'est vraiment, pour quelqu'un comme moi, l'époque est intellectuellement très intéressante parce que les soi-disant valeurs sont écroulées. Les soi-disant valeurs de démocratie, de ceux qui donnent des leçons de démocratie sont écroulées. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, la France a définitivement fermé RT France pour un pays qui se dit des droits de l'homme, pour une télévision qui n'a commis aucun dégât. L'organe officiel français qui contrôle et qui vérifie les fautes commises par les chaînes de télévision n'a jamais sanctionné ou même donné un avertissement à RT. Mais pour une raison politique et parce qu'on ne veut pas qu'une autre voix soit entendue, on ferme la télévision. Et après, c'est les mêmes qui vont venir en Afrique se poser en donneur de leçons, attaquer vous avez des dictatures, il n'y a pas de liberté chez vous, mais ils ne montrent pas le bon exemple. Donc, nous devons regarder ceci très froidement, en respectant tous les points de vue. Moi, je ne suis pas un homme de la guerre. Cette histoire n'aurait jamais dû arriver jusque-là si les accords de Minsk avaient été respectés. Mais enfin, c'est l'histoire. Vous savez que le Hollande est venu dire qu'ils ont menti. Ils ont signé des accords sachant très bien qu'ils n'allaient pas les respecter. Même la Madame Merkel, que l'on respectait, vient avouer elle-même qu'elle est une grosse menteuse. Et je ne parle pas de l'ancien président Poroshenko. Mais regardons les choses. Essayons, nous, Africains, en nous posant la question, si le pire arrive, moi je serai un chef d'État africain, j'appellerai mes pairs, l'Union africaine va se réunir le mois prochain, comment pouvons faire pour organiser notre défense commune pour que si ces gens lancent leurs bombes, la dernière fois ils nous ont amené par centaines de millions pour que nous servions de chair à canon, s'il y a une bombe atomique perdue qui tombe, je ne sais pas, dans une ville africaine, comment pouvons-nous nous défendre? Mon point important aujourd'hui, c'est comment l'Afrique peut organiser sa défense devant un conflit qui est injuste pour maintenir l'apartheid global. Pour toutes ces explications. Alors, avant de vous passer la parole à vous, professeur Franklin Nyamsi, j'aimerais revenir sur cette question du député allemand avec vous, Gamal Abina, pour tenter de comprendre davantage, selon vous, en tout cas, quelle est l'analyse que vous faites de cette déclaration du député du Bundestag qui a mis en garde ses collègues contre cette livraison. Il a déclaré, je cite, « Des chars allemands contre la Russie, vos grands-pères ont essayé de le faire. À quoi cela a-t-il alors conduit? Des souffrances incroyables, des millions de morts des deux côtés. Et en fin de compte, les chars russes à Berlin, la politique étrangère n'est pas l'envoi des chars, mais la diplomatie. C'est la recherche d'une décision commune, de la compréhension d'un compromis. » Fin de citation, c'est ce qu'il a prévenu. Alors, selon vous, Gamal Abina, dans le contexte actuel de la situation en Ukraine, de la situation géopolitique du monde, comment analyser cette déclaration de ce député allemand? Alors déjà, je vais expliquer que j'ai travaillé beaucoup sur cette période, je la connais parfaitement, la Seconde Guerre mondiale, mais tout ce qui s'est passé avant et après. Ouais. Je nuancerai un peu le propos du professeur François Dengele par rapport à la générosité russe de cette période. J'y crois pas du tout. Il y a eu aucune générosité. Staline était un criminel, il a quand même fait assassiner beaucoup de monde chez lui. Lorsqu'il va en Allemagne et qu'il va se venger, comme tous les Russes d'ailleurs, de ce qu'ils subissent, après l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, lorsqu'il arrive en Allemagne, ils ont tué à peu près 5 millions de personnes. C'est vrai qu'il y a eu 27 millions de Russes tués, donc c'est en proportion de la population.
Et il y a eu des milliers de femmes violées, des 2 millions pour être précis, et c'était une vraie barbarie, une boucherie. De toute façon, c'est une guerre qui était sauvage et absolue, une guerre totale, comme disait Goebbels. Donc non, il n'y a pas eu de générosité de la part des Russes, c'est pas vrai. Ils ont été victimes, ils se sont vengés, c'était logique. Je vais dire simplement, c'est que ça s'est arrêté uniquement parce que les guerres froides ont démarré et que les Russes, qui avaient déjà récupéré à la suite de Yalta une énorme partie de l'Europe, devaient sécuriser l'Allemagne, donc refroidir les tensions avec les Allemands de l'Est, en arrêtant la barbarie. Donc à ce moment-là, ils ont donné des ordres pour arrêter les viols, pour arrêter les meurtres, pour faire en sorte que le pays se reconstruise avec les femmes qui restaient, puisque les hommes étaient tous quasiment en prison. Il restait que des gamins de 14 ans et des hommes de 60 ans, donc pas grand-chose. Donc l'Allemagne était reconstruite par des femmes essentiellement, avec ses propres moyens, avec évidemment le concours dirigé des Russes. Parce que de l'autre côté, les Occidentaux avaient déjà fait main basse sur tous les systèmes nazis. Pour pouvoir, je parle de von Braun par exemple pour l'envoi des fusées dans l'espace, mais pas seulement. Tous les grands ingénieurs nazis avaient été quasiment embarqués par la partie ouest. Donc il y avait une concurrence, et c'est parce que les guerres froides s'installent que les Russes se calment sur la vengeance. Mais ils se vengeaient aussi, c'est logique, il n'y a pas de problème. 26 à 27 millions de personnes assassinées dans des conditions effroyables sur une guerre qui va durer 4 ans, c'est pas rien. Ensuite, l'opération, alors il fait référence effectivement à l'envoi. Il faut se rappeler quand même des proportions. Là, on parle de quelques chars Léopard qui auraient été livrés, qui devraient être livrés à l'Ukraine. Et quand il dit grand-père, il parle bien de l'opération Barbarossa et la bataille de Koursk, qui est la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité, qui a conduit, alors quand Barbarossa démarre, c'est 3 millions d'hommes qui partent à l'Est avec une attaque surprise, c'est 2500 avions de combat, c'est 6500 chars, les Panzer, les chars les plus modernes au monde. Encore une fois, on revoit la question de la modernité où les Russes avaient un désavantage par rapport aux chars allemands. Les Russes avaient les T-50, T-54, bref, ils avaient du vieux matériel, mais en grand nombre. Et le rapport de force a été 1 pour 10. C'est-à-dire qu'un Allemand contre 10 Russes, c'est ça qui s'est passé. Un Allemand contre 10 Russes, plus les partisans. Et surtout, un avion de combat contre 10 avions de combat. C'est ça la proportion. C'est-à-dire que la guerre était ingagnable côté allemand. Ils ont cru battre les Russes parce qu'ils ont pris pour les sous-hommes, les Untermenschen, mais en réalité, ils se sont trompés. Les Russes étaient beaucoup plus costauds parce que beaucoup plus nombreux. Donc la bataille de Koursk qui a tué 2 fois plus de Russes que d'Allemands, détruit 2 fois plus de chars, et pour autant, ils ont perdu, parce que le nombre l'a emporté. C'est le principe de l'action militaire. Donc pourquoi est-ce qu'il leur fait référence à ça? C'est parce qu'effectivement, l'Allemagne s'est lancée plusieurs fois en guerre contre la Russie, pas une fois, la Prusse a été évoquée par le professeur, effectivement. L'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale avec le fameux accord de Brest-Litovsk, où ils ont obtenu le territoire territoire russe, mais après ils l'ont perdu à cause de Versailles qui aura repris le territoire. L'Allemagne a systématiquement perdu face à la Russie sur un plan politique, sur un plan militaire, et aujourd'hui n'est pas envie d'être dans une guerre de nouveau indirecte face à la Russie, parce qu'elle sait d'abord qu'elle risque des pubs, parce qu'économiquement elle est déjà impactée, et surtout parce que de toute façon leurs chars, quelle que soit la technologie utilisée, seront immédiatement balayés par la puissance militaire russe. Il faut jamais oublier que quand on envoie 3,5 millions d'hommes et de pratiquement 7000 chars, 2500 avions et qu'on est balayé au bout de 3 ans, qu'est-ce que ça peut donner quand vous allez envoyer une vingtaine de chars, une cinquantaine de chars? Ça ne donnera pas grand-chose. Il faut être un peu sérieux. Ensuite, la Russie soviétique n'est pas la Russie de Poutine. La Russie de Poutine est très moderne. Ça n'a fait rien que le temps des soviets où il démarrait très bas, où il a fallu faire face à des mouvements violents de 2 agressions consécutives sur 20 ans, 14, 18, 39, 45. C'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison possible aujourd'hui avec cette Russie-là. Les Russes produisent tous leurs armements, ont des capacités offensives considérables et surtout n'ont jamais baissé de rythme en production d'armement puisqu'ils les vendent à l'étranger. Donc il y a une énorme industrie militaire russe qui permet d'assurer non seulement l'exportation, mais en plus l'approvisionnement intérieur. Et puis l'autre côté, c'est que l'Occident, je ne parle pas des États-Unis qui n'ont jamais baissé la pression en matière de production d'armement, mais l'Occident Voilà. européen, cet Occident-là, lui, a considéré militaire, une grosse capacité de production. Je vous écoute. Allez-y, Donc, allez-y. c'est ce qui fait qu'ils ont baissé leur capacité. Aujourd'hui, d'accord. Et aujourd'hui, c'est la panique. J'en veux pour preuve que M. Macron propose un plan sur 7 ans de réarmement de la France, comme les Allemands, il vient de signer 100 milliards. Et ben Macron propose plus de 400 milliards de réarmement. Et écoutez bien ce qui a été dit, c'est très intéressant. Il faut toujours écouter ce que disent les politiques occidentaux. Macron a dit simplement, voilà, nous allons créer des armes. Nous allons rattraper notre retard sur le terrain des drones, puisque les Français sont très mauvais en drones. De drones, que ce soit aériens ou au sol, hein, puisqu'il y a aussi des drones de combat au sol. Nous allons rattraper le retard, mais nous allons aussi produire des armes beaucoup moins chères et plus importantes en nombre. Le retard en termes de production industrielle est tellement grand que, par exemple, on prend l'avion français le plus connu, qui est le Rafale, c'est un avion qui coûte trop cher, qui est difficile à entretenir et qui est invendable, parce que trop cher. Eh bien, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est une guerre de concurrence industrielle. Quelles sont les industries qui sont les plus efficaces et qui rapportent le plus?
Et les Russes ont démontré avec le partenariat évidemment des Iraniens qu'ils pouvaient utiliser des drones très légers, pas chers à produire, et qui pouvaient avoir des dégâts aussi importants que les fameux Baytar des Turcs. Donc ce qui se pose aujourd'hui, c'est que effectivement ce député allemand, qui est suffisamment intelligent pour comprendre le risque, c'est que son pays est toujours occupé par les États-Unis, donc il est obligé quasiment de répondre aux ordres et aux diktats américains, et qu'en même temps, s'il reproduise la même stupide erreur d'attaquer l'ours russe chez lui, parce que l'Ukraine c'est chez les Russes, et une fois de plus de recommencer la même erreur, sachant que c'est exactement ce qui s'est passé en 39-45, ils sont partis d'abord en Ukraine pour essayer de séduire la population puis après la retourner contre eux, eh bien, il risquerait non seulement d'y perdre beaucoup en termes politiques, en termes économiques et en termes industriels. Ce qui a détruit l'Allemagne, littéralement, c'est la puissance de frappe, puisqu'il n'était pas hyper technologique, mais qui était considérable. Le principe des Russes, c'est ce qu'on appelle les armées pléthoriques. Ils ont des capacités importantes en termes numériques et surtout, ils produisent énormément d'armements pour pas trop cher. La différence est là, et c'est pour ça que ce député est en panique, parce qu'il se rend bien compte que si l'Allemagne se trouve co-belligérante, c'est de ça dont on parle, elle finira par être pointée du doigt comme l'ont été les nazis, et comme on en a parlé souvent dans le Donbass, l'ont été évidemment ces fameuses brigades Azov qui étaient néo-nazis revendiquées. Les Européens font semblant l'oublier, mais on les a vus quand même, ces images de Napoléon, de jeunes de néo-nazis en formation dans les centres de jeunesse quasiment hitlériennes, c'est quand même extraordinaire. Donc aujourd'hui, la panique qui est vraiment, qui pointe le bout de son nez, c'est que les Allemands se rendent bien compte qu'ils sont instrumentalisés, qu'on veut les pousser à une guerre dont ils ne veulent pas, et qu'on veut détruire leur économie parce qu'ils sont en train en plus de récupérer les usines allemandes à bon compte. Pour votre analyse. Alors, avant de repasser la parole à Christelle, professeur Franklin Nyamsi, alors tout à l'heure, vous posiez cette question ultra pertinente, à savoir est-ce que les Allemands ou alors est-ce que l'Allemagne est une puissance militaire? C'est ce que vous demandez justement. J'aimerais qu'on revienne sur cette indécision, donc d'envoi des chars à Kiev, ou alors ce manque, cette absence de consensus, parce que compte tenu de la situation à Zaporozhye par exemple, les Américains ont dit qu'il est urgent de créer une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye sur fond donc de détérioration de la situation dans la région. Alors face à cela et face à ce manque ou cette absence de consensus, eh bien le Pentagone a appelé à faire beaucoup plus, c'est-à-dire à aider à se mobiliser davantage pour la Russie, pour Kiev, à se mobiliser davantage pour l'Ukraine dans ce contexte-là. Alors, selon vous, les États-Unis, oui, sont une puissance militaire, mais quand le Pentagone appelle à faire beaucoup plus, selon vous, qu'est-ce que cela voudrait dire exactement? Jusqu'où peuvent-ils aller et quelles peuvent en être les conséquences selon vous, professeur Nyamsi? Merci. Alors, c'est très clair. On peut prendre une comparaison. C'est l'attitude qu'il y a eu à partir de la création du corps des tirailleurs sénégalais par Napoléon III en 1854, l'attitude que la France a eue dans ses guerres mondiales successives. Comment est-ce qu'elle utilisait le fameux corps, entre guillemets, des tirailleurs sénégalais, qu'on devrait plutôt appeler les soldats africains engagés pour la France, soit pour l'aider à parachever sa colonisation de l'Afrique, soit au contraire pour l'aider à se libérer eh bien, face à son puissant adversaire allemand et par la suite allemand nazi. Systématiquement, dans l'armée française, le corps des tirailleurs sénégalais était placé en première ligne. Tous les documents historiques qui vous racontent l'histoire de ce corps indiquent que les officiers, les soldats français, les politiques français utilisaient les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les soldats africains, comme chair à canon de première ligne. Vous laissez cette image et on revient en Allemagne. Tout se passe exactement de la même façon. Les Américains se comportent avec les Ukrainiens, se comportent avec les Allemands, se comportent avec les Français, globalement avec tous les Européens, exactement comme les Français se sont comportés avec les soldats africains qu'ils ont utilisés comme chair à canon de première ligne. La question est la suivante. L'Allemagne a une mémoire de ses souffrances de guerre. Et c'est une mémoire vivante. Elle payait des réparations à la France pour les 2 dernières guerres mondiales jusqu'en 2010. L'Allemagne a seulement fini de payer en 2010 les réparations qui lui ont été imposées à l'issue de la Première Guerre mondiale et par la suite de la Seconde. Donc, comment voulez-vous qu'un pays qui est traumatisé par le thème de la culpabilité nazie, qui n'a pas lui-même fini de se libérer des poches de résistance du nazisme en son sein. Comment voulez-vous qu'un tel pays accepte de jouer les tirailleurs sénégalais des Américains,
dans la guerre contre la Russie, sans par là montrer qu'il a perdu sa mémoire historique, qu'il a perdu la conscience des grands périls qui l'ont menacé. L'Allemagne est confrontée à une question existentielle. Allons-nous servir de chair à canon pour la volonté hégémonique américaine qui s'est manifestée depuis 1991 par le déplacement de l'infrastructure de l'OTAN systématiquement vers l'Est, en occupant progressivement toutes les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les Allemands, ma conviction est que dans leur majorité écrasante, ils disent non. Les Allemands ne veulent plus de la guerre en Allemagne. Ils ne veulent plus de l'Allemagne qui puisse servir de chair à canon comme les tirailleurs sénégalais, les soldats africains ont servi de chair à canon pour la France. Et par contre, en Allemagne, il y a un problème, c'est qu'une partie de la classe politique allemande, et je la repère en très bonne partie parmi les Verts allemands, sont en réalité les petits soldats de l'hégémonie américaine. Et il y a donc un déchirement intérieur au cœur de l'Allemagne entre l'atlantisme aveugle des Verts allemands qui sont à l'intérieur de la plupart des coalitions gouvernementales, qui sont présentes à l'intérieur des parlements, et puis de l'autre côté, la volonté de l'Allemagne de tenir compte de son histoire réelle, de ses souffrances, notamment depuis le 19e siècle à la période prussienne, jusqu'au cœur du 20e siècle qui a été franchement atroce, mais tragique pour le peuple allemand. Les Allemands veulent en tenir compte. Alors, la question décisive va être la suivante. Est-ce qu'ils choisissent, de manière assez masochiste, de repartir servir de hachoir, en réalité de chair à canon en première ligne de l'OTAN, ou est-ce qu'ils choisissent en réalité de participer au retour à la désescalade, au retour à la solution négociée, et par conséquent contraignent l'Ukraine à renoncer à sa velléité d'intégration dans l'OTAN, à renoncer à servir en réalité de poste avancé de l'hégémonisme américain sur l'Est. C'est la question qui se pose, et c'est une question existentielle pour les Allemands. J'ai le faible de penser qu'ils ne sont pas devenus assez fous pour servir de tirailleurs sénégalais à l'armée américaine, comme les Africains ont servi de chair à canon pendant les 2 guerres mondiales de la France. Franck Agnamsi, merci pour cette analyse, cette explication. Alors, je reviens à vous à présent, je reviens vers vous, Christelle. Alors, vous qui suivez de près, on parle bien sûr, on fait le point sur la situation en Ukraine aujourd'hui, vous qui suivez de près donc l'évolution de la situation, revenons un tout petit peu sur ces propos donc échangés entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Donc il y a quelques jours, on sait que au terme, à l'issue de la rencontre entre les deux hommes, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et la Biélorussie se reçoivent sein sur sein et sont donc en phase sur les objectifs à atteindre en Ukraine. C'est donc ce qu'il a pu dire. Ils ont échangé, on sait qu'ils ont échangé leur point de vue sur l'évolution de la situation. Ils ont dit, je cite, nous avons une position commune sur les objectifs à atteindre et sur la manière de garantir que ni la Russie ni la Biélorussie ne soient menacées par ses voisins. Cependant, ce qu'on sait aussi, Christelle, c'est que la Biélorussie, elle, dit craindre pour ses frontières parce que on sait que le 15 janvier dernier, les forces ukrainiennes avaient ouvert le feu en direction de la frontière, provoquant ainsi donc la colère des Biélorusses. Selon vous, comment comprendre justement cette entente entre Moscou et Minsk dans le cadre de l'évolution de la situation concernant cette guerre? En fait, il faut remonter à ce qui s'est passé lorsqu'ils ont tenté un Maïdan en Biélorussie, il y a quelques années. Ils ont tenté, donc l'Occident a tenté de renverser Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko avait retenu les leçons du Maïdan, la Russie aussi, qui l'a aidé, et résultat des courses, cela a complètement avorté, non sans avoir créé une présidente fictive sur le modèle des Juan Guaido du Venezuela, donc Madame Tikhanovskaya, qui est donc une pseudo-présidente en exil qui n'a été élue par personne. Donc Loukachenko a bien compris, suite à cette tentative de coup d'État, que la Biélorussie était la suivante sur la liste. C'est ce qui a permis de renforcer le rapprochement entre la Biélorussie et la Russie, qui a été un petit peu hésitant les dernières années, la Biélorussie essayant
on va dire, de jouer sur les deux fronts, c'est-à-dire d'essayer à la fois de garder de bons liens avec la Russie, tout en essayant quand même de se rapprocher, entre autres, des Occidentaux. Bon, il a compris que cette approche multivectorielle ne marchait pas et que les Occidentaux continuaient de vouloir le destituer pour mettre à sa place eh bien un président ou une présidente qui serait beaucoup plus proche des Occidentaux et qui romprait le lien avec la Russie, comme ce qui s'est passé en Ukraine lors du Maïdan de 2014. C'est suite à cela que l'intégration entre la Biélorussie et la Russie donc s'est renforcée, qu'on a vu de plus en plus des organisations d'exercices militaires conjoints. Et la réaction d'Alexandre Loukachenko est relativement logique, puisqu'on a vu dans le cadre de déclarations d'officiels ukrainiens, entre autres l'année dernière ou même en début de cette année, des propos disant clairement que le prochain pays qu'il faudrait attaquer, ce sera la Biélorussie. La Biélorussie est dans le viseur non seulement des Occidentaux, mais aussi de leurs pantins ukrainiens. Donc ça, clairement pour Loukachenko, ça a de quoi inquiéter. C'est d'ailleurs pour ça que là des exercices conjoints sont menés à la frontière et que Alexandre Loukachenko a renforcé la sécurité. Il faut aussi rappeler que il y a régulièrement des incidents à la frontière, non seulement avec l'Ukraine, mais avec la Pologne. Il y a des caméras de surveillance qui ont enregistré comment des gardes-frontières polonais ont expulsé de force des migrants vers la Biélorussie en les faisant passer par des portes qui sont dans les grillages qui courent le long de la frontière et qui sont normalement prévues pour pouvoir permettre le passage d'animaux sauvages entre les deux pays. Et donc on a déjà vu des images de gardes frontières polonais qui ont forcé des migrants ou même qui ont envoyé des corps de migrants qui étaient décédés sur le territoire biélorusse à travers ces passages dans les clôtures qui sont le long de la frontière. On a vu aussi côté ukrainien des soldats ukrainiens qui en armes ou des gardes frontières ukrainiens qui en armes sont rentrés par des postes frontières qui sont maintenant fermés entre la Biélorussie et l'Ukraine, non seulement jusqu'à la zone grise, mais même jusqu'à la zone biélorusse. Cela a été filmé par des caméras de surveillance. Donc il y a des provocations côté ukrainien, il y a des propos extrêmement agressifs de la part de l'Ukraine envers la Biélorussie et envers entre autres les autorités biélorusses. Donc c'est dans ce cadre qu'on voit une coopération de plus en plus marquée, de plus en plus intense entre la Biélorussie et la Russie, puisque la Biélorussie est bien consciente que seule, face au bloc de l'OTAN et à leur mignon qu'est l'Ukraine, aurait beaucoup de mal à se défendre seule. Christelle, justement, une dernière question sur ce sujet avec vous. Vous qui êtes la fondatrice de Donbas Insider et qui suivez de près la situation dans le Donbass. Alors, 11 mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, on a un président ukrainien, en la personne de Volodymyr Zelensky, qui réclame en urgence des chars lourds. Il réclame à corps et à cri. Finalement, selon vous, est-ce que la situation est si alarmante que ça pour l'Ukraine ou alors pour le président précisément? Pourquoi réclamer de façon aussi urgente ces chars lourds? La situation pour l'Ukraine est mauvaise. Les pertes ukrainiennes au niveau, entre autres, de la bataille de Soledar sont estimées entre 15 et 25 000 soldats ukrainiens tués. C'est énorme. Ils ont des pertes extrêmement lourdes au niveau de Bakhmut, Artyomovsk, la ville qui est juste au sud. Et là, au bout d'un moment, on voit d'ailleurs en Ukraine que la mobilisation des hommes prend des proportions absolument terrifiantes. C'est-à-dire qu'on voit des soldats ukrainiens, donc qui font partie des commissariats militaires qui doivent recruter, qui courent ou qui attrapent les hommes de force en pleine rue pour les traîner de force jusqu'au bureau d'enrôlement. On voit des situations délirantes où des convocations sont remises
à des gens qui sont invalides, qui sont handicapés. On a vu récemment un exemple où un monsieur qui a une malformation congénitale, qui n'a pas de main, a été convoqué, déclaré apte à servir. L'homme n'a pas de main, hein. Les deux mains sont manquantes. Il a fallu aller jusqu'à l'examen médical poussé pour que finalement il y ait quand même un médecin qui a dit non, mais non, cet homme ne peut pas servir dans l'armée. On confirme le diagnostic qu'il a une malformation congénitale. Je veux dire, c'est visible qu'il n'a pas de main. Donc, quand on en est à des niveaux comme ça, c'est que le niveau des pertes ukrainiennes est juste énorme. On a des images qui arrivent de toute l'Ukraine, de cimetières qui sont remplis de tombes de soldats ukrainiens. On voit des océans de drapeaux ukrainiens. Donc, un drapeau ukrainien, c'est une tombe de soldats morts au combat. Et on voit que ça prend des proportions énormes. Les gens filment les cimetières ukrainiens pour montrer l'étendue des pertes. J'ai un de mes collègues qui a commencé à analyser un petit peu la presse dans des endroits, genre des villages ou des petites villes en Ukraine, et on voit même dans ces villages ou ces petites villes des nombres de pertes qui sont absolument phénoménales. Et donc, oui, la situation pour l'Ukraine est vraiment désastreuse en termes de perte de personnel, et ce, à cause de la tactique ukrainienne qui est dictée plus par l'intérêt médiatique que par l'intérêt militaire. Entre autres, là actuellement, donc, on commence à voir des déclarations de médias occidentaux qui disent que les Américains recommandent à Zelensky de retirer ses hommes de Bakhmout pour éviter qu'ils se fassent tuer pour rien. Cela fait des mois que l'Ukraine envoie sans cesse de nouvelles troupes qui se font littéralement hacher. Bakhmout a été surnommé le hachoir à viande de Bakhmout. Je veux dire, et ce par les troupes ukrainiennes. Et tout ça pour une ville qui sera perdue. Et comme je le disais, à cause de cela, ils ont dégarni des fronts comme celui de Zaporojé, créant des trous dans leur défense que la Russie peut maintenant utiliser pour avancer. Donc le problème de l'Ukraine, c'est que c'est pas quelques chars lourds qui vont changer foncièrement la donne. C'est clair que c'est pas 20 chars léopards qui vont donner la victoire à l'Ukraine. Le problème de Zelensky, c'est que lui et tout son groupe, on va dire politique et ses proches, ont besoin de continuer cette guerre, ne serait-ce que quelques jours de plus, quelques mois de plus, parce qu'ils s'enrichissent sur cette guerre. Là, aujourd'hui, des informations ont été publiées par un média ukrainien sur ce qui ressemble quand même méchamment à un gros schéma de corruption dans l'armée ukrainienne qui achète les produits alimentaires pour nourrir ses hommes à 2 ou 3 fois le prix du marché dans les supermarchés ukrainiens. Donc ça sent quand même la magouille. Donc pour Zelensky, le but est simplement de gagner du temps pour pouvoir continuer à s'enrichir. Et d'ailleurs, comme je le disais, une partie des armes occidentales qui sont fournies à l'Ukraine ou même de l'aide humanitaire sont revendues sur le marché noir, enrichissant Zelensky et toute sa clique. Il y a d'ailleurs des rapports qui disent que la mort du ministre de l'Intérieur ukrainien dans le crash de son hélicoptère en région de Kiev serait potentiellement dû justement à une espèce de guerre de clans sur fond de corruption, le ministère de l'Intérieur ayant découvert justement des schémas de revente des armes occidentales menés par des officiers et des officiels ukrainiens, entre autres du ministère de la Défense, que le ministère de l'Intérieur aurait acquis les preuves de tout cela et aurait commencé à faire chanter des gens importants au sein du ministère de la Défense pour obtenir une part du gâteau. Résultat des courses, son hélicoptère aurait été soit saboté, soit abattu. Donc la situation en Ukraine, elle est très mauvaise. L'Ukraine essaie de mobiliser en urgence beaucoup de nouveaux soldats, mais qui vont être envoyés au front sans formation militaire adéquate, donc ils vont se faire faucher. Le but, c'est de gagner du temps pour continuer à gagner un peu d'argent
sur le dos de l'aide qui est fournie à l'Ukraine par les pays occidentaux. Et comme je disais, pas seulement l'aide militaire, entre autres plusieurs pays ont fourni des générateurs à l'Ukraine, entre autres les Émirats Arabes Unis et la Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, ces générateurs ont été retrouvés, mis en vente sur les sites de petites annonces ukrainiennes dans les 2 jours qui ont suivi la livraison de ces générateurs à l'Ukraine. Vous, Christelle, pour toutes ces explications. Alors, on va passer à notre seconde et dernière thématique de cette matinée. Mais avant, professeur François Ndengue, une dernière question, puisqu'on parle du point sur la situation, on fait le point sur la situation en Ukraine. Eh bien, l'évolution de la situation dans le monde en général. Une dernière question donc pour sortir avant de passer très rapidement à notre seconde thématique. Si vous pouvez répondre en 2 minutes seulement. Vous avez l'habitude de dire, professeur François Ndengue, que cette guerre ukrainienne aujourd'hui, c'est la guerre de la Russie contre l'OTAN ou contre le monde entier. Cependant, on observe tout de même un phénomène qui est bien visible sur le plan de la géopolitique, bien sûr. On a l'impression qu'il y a une certaine résilience russe. Du côté russe, il y a une certaine résilience. Il y a comme une suffisance américaine. Il y a un calme chinois. Et pourtant, on a plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, c'est l'Occident qui est en guerre contre le reste du monde. Qu'est-ce que vous en dites? En 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, en 2 minutes. Non, la Russie n'est pas en guerre contre le reste du monde. La Russie est en guerre contre un adversaire très précis qui s'appelle l'OTAN. Et en fait, l'OTAN, on dit que c'est une organisation d'alliés. Non, l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Et la suite, c'est ce que mes collègues ont appelé tout à l'heure des vassaux. Le premier étant l'Allemagne, puisque l'Allemagne remplace maintenant l'Angleterre. Donc la Russie, au contraire, si vous regardez l'opinion mondiale, probablement 80% de l'opinion mondiale comprend la position russe, dans certains cas sympathise avec la position russe, mais elle est logique. La Russie n'est pas en position d'attaque. Mais je vais revenir très rapidement sur ce que notre ami Gamal a dit tout à l'heure par rapport à la Russie qui aurait massacré des gens là-bas. Non, la Russie, quand elle est arrivée à Berlin, si vous vous rappelez, mon cher ami, moi aussi je connais un peu cette période de l'histoire. Si vous regardez les bombardements anglais et les bombardements allemands, notamment sur la ville de Dresde et sur Berlin, l'Angleterre a déversé presque 45 000 tonnes, alors que la guerre était presque finie. L'Allemagne de même. La Russie n'a jamais eu ce genre de comportement. La Russie n'est jamais allée en l'air pour bombarder et exterminer de façon aléatoire la population russe. La Russie se combattait sur le sol et avec ses chars, elle est entrée jusqu'à Berlin. Vous avez dit un chiffre qui me semble exagéré, d'Allemands que les Russes auraient tués sur leur chemin. Il y a un auteur, je crois qu'il est canadien, qui a écrit sur cette période, et je vous conseille son livre, qui s'appelle, le titre du livre c'est Fire and Fury. Fire and Fury, The Live Bombing of Germany 1942-1945. Et je pourrais aussi vous citer d'autres sources. Non, vraiment sur ce point, le comportement de l'Union soviétique, même si c'était Staline, c'était pas un enfant de cœur, ben, il n'est en rien par rapport à Churchill. Churchill voulait qu'on rase l'Allemagne jusqu'à terre, en réponse à ce que l'Allemagne leur avait fait au-dessus des bombardements de Londres. Donc sur ce point, je crois que s'il y a quelqu'un à blâmer en termes de comportemental par rapport à l'Allemagne, c'est davantage l'Angleterre et les États-Unis que la Russie, qui a mené une guerre. Et les Russes sont des guerriers, et c'est des guerriers qui avancent sur le terrain. Ils ne restent pas en l'air pour bombarder les gens, et quand ils ont tout bombardé et venir, ils attaquent comme ils ont fait en Ukraine. Donc, cette guerre est vraiment disproportionnée et continue d'être menée. Mais je vais terminer avec un dernier mot de Martin Luther King. Parce que quand il y a des situations difficiles, nous devons toujours essayer de voir comment ceux qui nous ont précédés et qui ont bien réfléchi sur ce genre de questions ont pensé et imaginé quelle aurait été leur position aujourd'hui. Le 4 avril 1967, Martin Luther King a fait un prêche important
dans une église à New York, et dans lequel c'était son fameux prêche qui est connu sous le nom de Beyond Vietnam, A Time to Break Silence, c'est-à-dire c'était la période de la guerre du Vietnam, et il a dit, et pour la première fois, il prenait la parole, et on attendait qu'il parle, on attendait d'entendre ce qu'il allait dire, ce grand apôtre de la paix et de la non-violence, et il a dit, c'est un discours très important, vous pouvez aller sur Internet, aujourd'hui c'est formidable, vous allez le lire, mais je voudrais souligner deux choses qu'il a dites et qui peuvent très bien s'appliquer à la situation présente pour nous aider à sortir de cette violence inouïe, imbécile, que certains esprits ont concocté pour dépecer la Russie. Il a dit deux choses. La première chose, enfin, il a dit beaucoup de choses dont j'en retiens deux. La première, c'est que la guerre est l'ennemi du pauvre. Effectivement, regardez la débauche de moyens qui est déversée dans la guerre. En moins de 9 mois, les États-Unis d'Amérique ont déjà dépensé plus. Les statistiques sont ce qu'elles sont. Moi, je crois que quand on donne un chiffre, il faut probablement le multiplier puisque personne n'a à le contrôler. On a dépassé les 100 milliards de dollars déversés pour ça. Comparé, j'ai fait les estimations, depuis 1960, l'Afrique, pour l'aide, n'a jamais eu cette somme. Les Africains doivent réfléchir pour voir quels sont ceux qui se disent leurs amis, où sont leurs vrais intérêts. Donc, la guerre est l'ennemi du pauvre. Et l'Afrique est le continent qui a besoin de développement, pas besoin de la guerre, et où il y a beaucoup de pauvres sur cette terre. Nous devons tout faire pour arrêter de cette guerre. Le pasteur Luther King a encore dit une deuxième chose qui est peut-être encore plus importante et qui s'applique encore plus à la situation présente. Il a dit, puisqu'il s'opposait à la guerre du Vietnam, et quand il disait que la guerre est l'ennemi du pauvre, il ne passait pas à l'Afrique, il pensait à la pauvreté des Noirs aux États-Unis, et les ghettos, et le gouvernement américain déversaient de l'argent ailleurs, alors qu'ils avaient besoin pour soigner les gens. Il y avait encore la ségrégation, les écoles étaient pourries, les hôpitaux étaient pourris, et il disait, mais c'est quoi ça? Et il a dit, je m'adresse aujourd'hui à mon gouvernement. Et il a dit, the United States, il faut que je vous dise exactement, il dit que c'est clairement, the United States is clearly the greatest purveyor of violence in the world. Autrement dit, c'est le pasteur Martin Luther King qui dit qu'il n'a pas peur, et il fallait voir son courage. Les États-Unis d'Amérique sont le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde. C'est pas moi qui le dis. Et c'est le pasteur Luther King qui le disait le 4 avril 1967. Figurez-vous que, exactement un an, jour pour jour plus tard, il fut assassiné. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Où sont les Martin Luther King d'aujourd'hui? Je m'arrête là. Afrique Média, le monde, c'est nous.